Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, l'épidémie de Covid-19 continue de sévir en France. 23 départements sont désormais sous surveillance renforcée. Lors de sa conférence de presse jeudi, Jean Castex a déclaré compter sur l'accélération de la vaccination pour freiner l'épidémie. Selon le Premier ministre, 10 millions de Français devraient avoir reçu une première injection à la mi-avril. Et nouveauté, les pharmaciens mais aussi les infirmiers pourront vacciner dans quelques jours les personnes de plus de 50 ans avec des facteurs de risque. Dans les Pays de la Loire, les contaminations restent à un niveau élevé. Certains territoires font l'objet d'une surveillance particulière. C'est le cas de l'île de Noirmoutier qui affichait ces derniers jours un nombre de cas 3 fois supérieur à la moyenne vendéenne. Une campagne de dépistage a été menée mardi et mercredi. 770 personnes ont été testées. 5 se sont révélées positives, toutes au variant britannique. Et le gouvernement a esquissé cette semaine une perspective d'ici la mi-avril. Certaines contraintes pourraient être levées. La réouverture des lieux culturels, des bars et des restaurants fermés depuis plus de 4 mois est attendue. Mais ces établissements pourront-ils reprendre leur activité dès le mois prochain ? Les professionnels vendéens en doutent. Écoutez ce qu'en pense Rémi Guérino, le représentant de l'UMI, syndicat de l'hôtellerie-restauration, interrogé par Grégoire de Châtillon. D'entendre ce message, c'est très bien, mais est-ce vrai ? Parce que d'accord, dans un horizon proche, mais à quelle date ? C'est ça qui est le plus important. Nous, les restaurateurs, les hôteliers, les bowling, les traiteurs, les bars, tout le monde est prêt à réouvrir. Nous, on veut avoir une date précise parce que dans nos professions, il y aura un délai de présence d'au moins 3 semaines. Vous voyez, ne serait-ce que de reconvoquer, de recontacter les fournisseurs, de les préparer. Notre personnel, bien sûr, à reformer, à réembaucher. Et en attendant la réouverture des bars, des restaurants et des discothèques, les professionnels du secteur pourront continuer à bénéficier des aides de l'État. Précision faite par Olivier Dussopt lundi lors d'un déplacement en Vendée. Le ministre délégué au compte public s'est rendu à Fontenay-le-Comte puis à La Chaise-le-Vicomte. Olivier Dussopt a indiqué que depuis un an, 400 millions d'euros avaient été versés aux entreprises vendéennes affectées par la crise sanitaire. L'État est présent auprès des entreprises tant que la crise est là. Et nous l'avons démontré en prolongeant des dispositifs qui avaient été mis en place au mois de mars l'année dernière. Tant que nous devrons être présents, nous le serons. Nous avons un objectif, un espoir, et la vaccination y participe, c'est de sortir de la crise pour qu'on puisse retrouver une activité normale et un mode d'intervention normal. Une crise sanitaire qui a aussi des répercussions sur la consommation des Vendéens. Les soldes d'hiver se sont terminés cette semaine sur un bilan mitigé. Les commerçants ont eu finalement 6 semaines pour écouler leur stock d'invendus. Un délai supplémentaire avait été accordé pour compenser le couvre-feu et la fermeture des magasins dès 18h. Malgré cette mesure, les gérants des boutiques des Herbiers ont constaté une baisse de fréquentation. Écoutez. Il y a beaucoup de choses qui restent, mais c'est vraiment pas là une question de ça plaît ou ça plaît pas, c'est vraiment une question de manque de fréquentation. Les gens n'ont pas. Et il y a aussi beaucoup moins d'occasions de s'acheter des vêtements, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas forcément de fêtes de famille, où on sort beaucoup moins, donc les gens, je pense, vont à l'essentiel au niveau des vêtements et ne cherchent plus forcément à acheter pour le plaisir. S'ils nous avaient laissé à 20h, je pense qu'on aurait vendu encore un peu plus. Parce que les gens, vous savez, quand on est en plein centre, les gens, quand ils débauchent, on les voit passer, ils n'arrêtent pas, hein. Ils s'en vont vite chez eux, quoi. Ils débauchent, ils rentrent. Hein. Ils n'aiment pas acheter vite, ils veulent essayer, ils veulent prendre le temps et tout. Donc voilà, ou ils reviennent, si on veut, le samedi. Mais s'il fait beau le samedi, les gens, ils s'en vont aussi se balader, se promener. Par rapport au début des soldes, on a quand même quasiment 100 personnes de moins chaque samedi. Voilà, donc du coup, c'est plutôt conséquent comme baisse de fréquentation. Les professionnels du tourisme, eux, ont retrouvé un peu le sourire. Après un démarrage timide début février, la fréquentation a progressé ces derniers jours sur le littoral vendéen à l'occasion des vacances d'hiver. Les réservations ont été plus nombreuses dans les hôtels. Ces établissements avaient été plutôt désertés à Noël. Reportage dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, signé Alexia Janet. Cette année, c'est sur le littoral que les touristes passent leurs vacances d'hiver. Depuis la semaine dernière, les réservations dans cet hôtel s'enchaînent. L'établissement compte même plus de clients que l'année précédente au même moment, alors que sa capacité d'accueil a été réduite de 40%. Victime de son succès, l'hôtel a même dû refuser des clients ces derniers jours. La demande a été assez forte la semaine dernière, un peu trop forte d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a décidé de bloquer un nombre de chambres. C'est-à-dire qu'à peu près au bon 2 tiers, on a préféré arrêter pour le confort des gens.
parce que pour nous, c'était pas gérable de remplir l'hôtel alors qu'on aurait pu. Dans un sens, c'est un peu dommage, parce que quand on sait qu'on peut faire plus de chiffre d'affaires pour une période qui est très porteuse. De nombreuses réservations qui se font pour beaucoup à la toute dernière minute, parfois même juste quelques heures avant l'arrivée des clients, principalement originaires de la région. Ça a été vraiment de la dernière minute. Vraiment, c'est ce qui a été un peu le plus compliqué à gérer. Parce que pour prévoir la marchandise, pour leur donner à manger, il faut toujours s'y prendre quelques jours à l'avance. Comme c'est des séjours qui sont plutôt courts, les gens n'ont pas choisi de rester une semaine entière. C'est seulement 2 jours, 3 jours. Le constat est le même dans cet hôtel, situé quelques kilomètres plus loin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mercredi dernier, j'avais 18 chambres de prise sur 22 chambres, ce qui est bien en février. Voilà. Mais 3 jours avant, j'en avais 5. Voilà, c'est très très fluctuant. La première semaine de vacances a été un succès pour l'établissement, mais le nombre de touristes commence à s'épuiser. Pour ce gérant, le plus compliqué reste la fermeture des restaurants. La prestation est assurée ici dans l'hôtel pour dormir, mais pour manger, c'est pas le cas, donc c'est compliqué. C'est compliqué, les gens sont obligés d'entre guillemets de pique-niquer, ils mangent dans les chambres, pour moi c'est pas satisfaisant. Voilà, on travaillera normalement le jour où les restaurants seront enfin ouverts. Il faut que sanitairement, ça puisse être le cas rapidement. Finalement, la côte vendéenne a attiré plus de vacanciers que ces hôteliers ne l'auraient imaginé. Ils espèrent maintenant que la prochaine saison touristique se fera dans des conditions beaucoup plus souples. Dans l'actualité également, les cyberattaques qui se sont multipliées ces dernières semaines. Parmi les victimes des hôpitaux, Lactalis ou encore le groupe vendéen Beneteau, dont l'activité a été paralysée. Ces intrusions dans les systèmes informatiques ont augmenté de 250% en un an et elles devraient continuer selon Digitemis. Cette société vendéenne créée à la Mer-Latière est présente aussi aujourd'hui à Rezé, est spécialisée dans la cybersécurité. Elle appelle les entreprises à ne pas sous-estimer la menace. Alix Lanos. Derrière son ordinateur, cet ingénieur en sécurité est en train de faire une analyse de risque pour l'un de ses clients. Et je regarde si c'est correctement sécurisé pour se prémunir une perte de données, une perte d'intégrité, une perte de confidentialité. Si jamais les données sont divulguées, si jamais il y a un hacker qui vient s'introduire dans les systèmes et qui fait une exfiltration des données, c'est toute l'étude qui permet derrière de voir l'impact sur la vie privée des personnes. Prendre le contrôle des serveurs, en verrouiller l'accès et demander une rançon pour rendre l'accès aux données, c'est le mode opératoire des hackers. Entre 2019 et 2020, les cyberattaques ont augmenté de plus de 250%. Et dans cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité, on constate tous les jours le manque de préparation face à ces nouvelles formes d'intrusion, notamment dans les PME. Les dirigeants, je pense, sous-estiment trop les risques liés aux cyberattaques. Ils ne se rendent pas compte de leur dépendance à l'informatique. En fait, ce qui se passe, c'est que les PME ne sont pas très bien protégées et elles peuvent constituer des rebonds pour atteindre des grands comptes. Donc finalement, avec les chaînes de sous-traitance, un attaquant peut cibler une PME et ensuite vouloir rebondir et atteindre un grand compte comme une banque, comme une entreprise industrielle. Ces dernières semaines, on a vu les cyberattaques se multiplier en France, notamment contre des hôpitaux ou de grands groupes industriels. En Vendée, le 19 février dernier, c'est l'entreprise Beneteau qui en faisait les frais, mettant à l'arrêt toutes les opérations impliquant l'utilisation d'outils informatiques. Les choses à protéger aujourd'hui dans les entreprises sont de plusieurs ordres. Il y a évidemment les données personnelles des clients ou des salariés. Mais finalement, dans le tissu, notamment vendéen, ce qu'on observe, c'est le plus important, c'est aussi le fonctionnement des usines. Et aujourd'hui, les usines fonctionnent grâce à l'informatique. Et finalement, quand on arrive à stopper la production d'une usine, derrière, il y a des pertes d'exploitation. Et du coup, le ratio entre le paiement d'une rançon et l'arrêt de l'activité peut favoriser le paiement d'une rançon, qui est moins cher que l'arrêt pendant 3 mois d'une activité dans une usine. 2021 devrait voir le nombre de cyberattaques encore augmenter, d'autant plus que le télétravail offre de nouvelles portes d'entrée aux cybercriminels. Tout l'enjeu pour les entreprises sera donc d'apprendre à renforcer et entretenir leur cybersécurité. Une semaine d'actualité marquée aussi par la fin du Vendée Globe. La 9e édition s'est refermée avec l'arrivée des 2 derniers concurrents encore en course.
Alexia Barrier a bouclé son premier tour du monde en solitaire en 24e position après 111 jours et 17 heures en mer. La navigatrice touchée au dos 2 semaines avant son arrivée est allée passer quelques examens à l'hôpital à son arrivée. Aucune fracture n'a été détectée. Puis ce vendredi, Ari Usiala fait son retour au Sable d'Olonne. Après 116 jours et 18 heures de course, le skipper est le tout premier finlandais à boucler un Vendée Globe. Il termine 25e et dernier de cette édition très particulière. Vous pouvez retrouver les images et les principales informations à retenir de ce Vendée Globe 2020-2021 sur notre site internet, rubrique complément info. La collecte des Restos du Cœur se déroule tout ce week-end à l'entrée d'une centaine de supermarchés du département. L'association caritative espère réunir 130 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène pour venir en aide aux plus démunis jusqu'à l'hiver prochain. L'an dernier, 12 000 Vendéens ont été accompagnés et les Restos du Cœur s'attendent à une hausse des bénéficiaires de 3 à 5% cette année. La crise sanitaire affecte en particulier les étudiants. Écoutez. La collecte est basée uniquement pour récupérer des denrées alimentaires non périssables, bien sûr, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. Alors les produits d'hygiène, cette année, il y a une demande particulière justement pour cause, ce sont l'avenue des étudiants en précarité, les étudiantes, c'est les protections féminines qu'il nous faut cette année principalement. On ne le demandait pas forcément, non. Donc là, on met un point dessus parce que c'est vraiment demandé, c'est vraiment un manque de la part des personnes accueillies. Enfin, pour terminer, direction la plus grande forêt de Vendée, celle de Mervan-Vouvant, qui s'étend sur plus de 2500 hectares. L'Office national des forêts intervient régulièrement pour abattre des arbres malades. Une opération vient d'être réalisée dans une parcelle difficile d'accès, en pente notamment. Alors pour transporter les arbres abattus, l'ONF a adopté une technique utilisée habituellement en montagne, c'est le débardage par câble aérien et c'est une première en Vendée. Explication, Cyril Guillet. C'est un remont de pente un peu particulier qui s'active depuis quelques jours sur la parcelle 47 de la forêt domaniale de Mervan. Dans un environnement où aucun engin ne peut s'aventurer, c'est le seul moyen de transporter ces grumes fraîchement coupées. Ici, nous intervenons sur ce qu'on appelle une coupe sanitaire, c'est-à-dire qu'on a des arbres qui sont vieillissants, qui sont dégradés et qui menacent de tomber sur une route départementale. Pour mettre en sécurité cette route-là, en fait, on organise l'exploitation d'un certain nombre de bois pour éviter qu'ils tombent sur la route. Une route largement fréquentée puisqu'elle dessert le parc de Pierrebrune. Surplombant le site, ce sont 3 hectares qui font l'objet de cette coupe. Un chantier qui a nécessité de faire appel à une entreprise spécialisée, tout droit venue d'Alsace. Ce chantier un petit peu hors norme pour la région a été proposé à des entreprises locales, mais les entreprises de forêt de plaine en fait sont pas forcément équipées pour travailler dans des pentes, puisqu'en fait les chantiers de ce type sont très rares. Donc on a fait appel à une entreprise qui a l'habitude de travailler en moyenne montagne. La meilleure option trouvée pour travailler sur ce type de relief est le débardage par câble-mât. Une installation qui nécessite entre une demi-journée et une journée de montage selon l'environnement. Ensuite, les grumes sont directement portées depuis leur lieu d'abattage jusque sur le couloir central où elles seront évacuées. L'ensemble des bois qui sont sortis sont utilisés, effectivement, ils sont là pour alimenter la filière bois. Alors, en fonction de leur qualité, il y a des bois de très grande qualité qui vont servir à la tonnellerie. Donc pour produire des tonneaux, c'est les bois vraiment de meilleure qualité. Et jusqu'à des bois qui vont partir en bois de chauffage, par exemple. Et entre les deux, il y a des sciages pour faire des planches, de la menuiserie ou différentes autres utilisations. Les bois les plus abîmés seront laissés sur place pour qu'ils pourrissent. Car on estime que près de 25% des espèces forestières, animales et végétales dépendent de la présence de bois morts. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information, la matinale de TV Vendée présentée par Caroline Tronche. Ce sera ce lundi à partir de 7h. Je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.